Eh bien, merci effectivement à tous ceux qui ont rendu cette soirée possible, qui ont su faire la publicité. Et puis merci à tout ce public qui, en venant là, montre qu'il s'intéresse à la science. Je dois dire qu'arrivé à ce stade-là de ma vie scientifique, je pense que mon rôle le plus important est effectivement de propager et de favoriser l'intérêt pour la science. Donc, je suis heureux quand je vois que vous répondez à l'appel. Je vais mettre un petit pointeur. Le voilà. Hop. Voilà. Il y a un petit point rouge sur l'écran. Eh ben voilà. Donc, ça marche. Donc, je vais vous parler de physique quantique. Et ce qui est intéressant dans ce que je vais vous raconter, c'est que je vais vous raconter l'histoire du départ jusqu'aux applications. C'est-à-dire qu'au départ, il y a vraiment des concepts nouveaux, des concepts révolutionnaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'entendez pas? Derrière, vous m'entendez? Ben voilà. Donc, okay. Oui, donc la physique quantique, c'est basé sur des concepts totalement révolutionnaires par rapport à la science classique et à la physique classique, qui est celle qui prévalait à la fin du XIXe siècle. Mais ce qui est très étonnant, c'est que cette théorie qui a l'air extrêmement abstraite donne lieu à des applications, vous allez le voir, qui ont même complètement transformé la société. Alors, avant d'aller plus loin, pour tous ceux qui s'intéressent à la vulgarisation scientifique, j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent la chaîne YouTube Science Étonnante. Je suis sûr que chaque fois que je fais des sondages, il y a la moitié de la salle qui la connaît, mais donc je m'adresse à l'autre moitié de la salle. Croyez-moi, si vous voulez des vidéos de vulgarisation en maths, en physique, en biologie, en chimie, allez voir Science Étonnante. Tout est bon chez elle dans cette chaîne, comme disait Brassens. Il y a en particulier une vidéo sur ce dont je vais vous parler, les inégalités de Bell et les expériences qui vont avec, mais il y en a bien d'autres qui sont passionnantes. Alors, sur les tests des inégalités de Bell, vous avez aussi une série de 4 épisodes de 15 minutes chacun qui s'appelle Photons jumeaux, qui a été fait par un de mes anciens étudiants et qui est excellent. Donc, ne vous gênez pas pour y aller. Si vous les trouvez bons, mettez-lui un petit like parce qu'il en a bien besoin. Science Étonnante, entre nous, allez-y pour le plaisir, mais il n'a pas besoin que vous mettiez des likes, parce que je crois qu'il a des millions de followers, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'encourager. Mais par contre, Photons jumeaux, vous pouvez l'encourager, c'est très bon ce qu'il fait. Alors, c'est quoi la physique quantique? La physique quantique, c'est le formalisme mathématique qui permet de décrire parfaitement des faits observés et qui sont incompréhensibles en physique classique. Alors, par exemple, la stabilité de la matière et la liaison chimique, j'y reviendrai un peu plus tard, eh bien, sans physique quantique, c'est même pas la peine, ça ne marche pas. L'interaction lumière-matière, il faut utiliser la physique quantique pour le décrire, sinon on n'arrive pas à décrire les phénomènes. Et puis des choses plus exotiques, on va dire, mais qui sont de plus en plus importantes, la superconductivité, la superfluidité. Alors, une bonne théorie physique, c'est une théorie qui rend compte de faits observés et qu'on n'arrivait pas à interpréter d'un seul coup, on se met à arriver à les décrire par ce formalisme mathématique. Mais une vraie bonne théorie, c'est une théorie dans laquelle on trouve plus que ce qu'on a mis au départ. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous avez les équations, eh bien, dans ces équations, vous trouvez des choses que vous n'avez jamais observées. Et vous allez au laboratoire et vous l'observez. Ça, c'est le test que la théorie est une vraie théorie fructueuse. Et c'est le cas de l'intrication quantique, qui était dans les équations de la physique quantique. Et au laboratoire, j'ai fait des expériences qui ont montré que l'intrication était aussi incroyable que ce que la théorie nous laissait entendre. Enfin, une bonne théorie, c'est une théorie qui va permettre d'inventer de nouveaux dispositifs, et ça, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Le problème de la physique quantique, c'est qu'on n'a pas d'image simple pour représenter les phénomènes dans l'espace dans lequel nous vivons. Ce que je veux dire, c'est que si vous maîtrisez suffisamment les mathématiques, il y a des espaces mathématiques abstraits dans lesquels on
utilise le formalisme quantique. Et franchement, une fois que vous avez acquis ce formalisme mathématique, c'est pas difficile. Ce ne sont pas des mathématiques extrêmement difficiles. En revanche, quand vous essayez de revenir dans l'espace dans lequel nous vivons et de décrire les phénomènes dans l'espace dans lequel nous vivons, là, c'est un peu dur à avaler et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, juste pour rigoler 30 secondes, attention au faux syllogisme. Alors, je vous invite à trouver 2 erreurs dans ce qui est dit ici. La mécanique quantique est étrange. Ça, je l'ai déjà dit, donc c'est pas ça qui est faux. La torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est étrange. Donc, la torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est un phénomène quantique. Donc, je pense que tout le monde a trouvé les 2 erreurs, mais vous verrez que parfois, quand vous lisez certains articles, eh bien, vous avez des raisonnements qui ne sont pas si éloignés de ce que je suis en train de dire. Et en particulier, ne vous laissez pas avoir. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont voulu vous vendre de la crème quantique à 500 € le petit pot, hein, mais ça, c'est pas grave. Mais malheureusement, vous trouvez une floraison de gens qui fabriquent des boîtes quantiques qui vont à 20 000 € la boîte, hein, et qui sont censés guérir les cancers. Hein. Donc ça, il faut absolument lutter contre tout ça. Bon, bref, et évidemment, tout ça surfe sur le fait que la mécanique quantique étant étrange, donc ça doit pouvoir guérir les cancers. Bon, passons aux choses sérieuses. Je vais donc vous parler de 2 révolutions quantiques, rapidement de la première et un peu plus longuement de la deuxième. Et ces 2 révolutions quantiques, eh bien, elles sont basées sur des concepts tout à fait surprenants. La première est basée sur la notion de dualité ondes-particules, dont les héros sont Einstein et Louis de Broglie. Et la deuxième est basée sur l'intrication quantique, dont les héros sont Einstein, Podolsky, Rosen, Schrödinger et John Bell. Allez, c'est parti pour la première révolution quantique. Alors, tout d'abord, le mot quantification. D'où vient ce mot quantification? Il vient du fait que la physique quantique s'intéresse, pour l'essentiel, à des phénomènes dans lesquels des grandeurs qui pourraient prendre n'importe quelle valeur dans le monde classique, une fois que vous êtes dans le monde... Il y a quelqu'un qui tape sur un micro quelque part et je vous promets que ce n'est pas moi. Régulièrement, il y a des booms là. Bon. Donc, si vous avez un micro à côté de vous, éteignez-le, s'il vous plaît. Donc, des grandeurs qui, en physique classique, peuvent prendre n'importe quelle valeur, dans le monde quantique, elles ne pourront prendre que certaines valeurs particulières. Vous croyez que c'est moi qui crache dans le micro? Ah oui. Ah bah oui. C'est le micro qui est hypersensible. Ben oui, mais il a voulu me le monter, donc je vais le redescendre et ça se passera. Non, mais je suis un expérimentateur, vous avez remarqué. Oui. Alors, premier exemple, la lumière. À la fin du 19e siècle, on sait que la lumière est une onde, puisque depuis le début du 19e siècle, on savait que c'était une onde grâce aux travaux de Thomas Young en Angleterre et Augustin Fresnel en sciences, en France. Et depuis 1965 et les travaux de Maxwell, on sait que la lumière est une onde électromagnétique. Et une onde, ça remplit l'espace, donc vous pouvez considérer n'importe quel volume de l'espace et vous aurez plus ou moins d'énergie lumineuse dans ce volume-là. Eh bien, en 1905, Einstein, pour un certain nombre de bonnes raisons, dit il y a des circonstances où je dois considérer la lumière comme formée de grains de lumière, il appelle ça des Lichtquanten, des quanta de lumière, des grains d'énergie, qu'on appellera plus tard des photons. Et donc, voilà un exemple de quantification. Et non, ce n'est pas une espèce de fluide continu, ce sont des grains. Alors évidemment, Einstein, qui connaît la théorie de Maxwell et qui sait qu'il y a de nombreuses circonstances où il faut considérer la lumière comme une onde, eh bien, n'hésite pas. Einstein est quelqu'un qui n'hésitait absolument pas et il dit, eh bien, nous allons admettre la dualité. Nous allons admettre que la lumière est à la fois une onde et une particule et on va devoir se débrouiller avec ça. Et c'est vraiment le premier concept qui est à la base de la théorie quantique. Alors, donc Einstein a lancé ce pavé dans la mare en 1909. Et puis, eh bien, on va avoir la deuxième version de la dualité en deux particules, avec non pas la lumière, mais avec la matière. Donc, je reviens à l'idée que
La quantification, c'est le fait que certaines grandeurs qui classiquement peuvent prendre n'importe quelle valeur, dans le monde quantique, ne peuvent prendre que certaines valeurs précises. Et on va parler du modèle de l'atome, avec un noyau positif et des électrons négatifs qui tournent autour, enfin qui tournent, c'est moi qui dis qui tournent, qui sont autour. Et Rutherford, en 1908, a fait une expérience absolument magnifique qui a démontré effectivement que l'atome, c'est essentiellement du vide, avec un noyau très dense chargé positivement au cœur, et puis des électrons qui se baladent dans le vide autour. Les électrons sont négatifs, donc la loi d'attraction entre le noyau positif et les électrons, c'est... Vous m'entendez là? Oui. Bon, alors on va garder celui-là. Ah, vous me dites... Bon. Moi, j'y peux rien là. Votre ampli, il est un peu forcé là, non? Enfin, ou les micros sont sensibles. Bon, peu importe. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc... Rutherford a démontré qu'on a un noyau positif et des électrons négatifs. La loi d'attraction varie comme l'inverse du carré de la distance, dont ça ressemble furieusement au système solaire, où on a le Soleil qui attire les planètes avec la gravitation universelle qui varie comme l'inverse du carré de la distance. Et donc, nous pouvons penser à des satellites qui tournent autour de la Terre, et vous savez bien que les satellites peuvent avoir n'importe quelle altitude. Leur trajectoire peut être plus ou moins loin de la Terre. Eh bien, en 1913, Niels Bohr nous dit que pour rendre compte d'un certain nombre de propriétés, en particulier de la lumière qui est émise par les atomes, eh bien, il faut admettre que parmi toutes les orbites qui sont permises, seules certaines sont autorisées. Et il émet un critère qui sort un peu de son chapeau, qui est lié à une constante qui a été introduite par Planck au début du XXe siècle, qui s'appelle la constante de Planck. Et pour ceux que les quelques termes de physique ne rebutent pas, la condition de Bohr, c'est que le moment angulaire sur l'orbite est égal à un nombre entier de fois la constante de Planck. Alors je préviens ceux qui ne comprennent pas quand je dis des choses comme ça, ou qui vont voir de temps en temps des équations qui ne vont rien leur dire, c'est pas grave. Quand vous allez au concert, vous n'êtes pas obligé de savoir lire la musique. Et quand vous allez à l'opéra, souvent vous ne comprenez rien aux mots, et pourtant c'est joli. Donc ne paniquez pas et essayez de suivre l'histoire. Il y a des chances que l'histoire reprenne d'une façon compréhensible pour vous. Donc Bohr sort de son chapeau une condition, mais il l'a quand même sorti de son chapeau. Qu'est-ce qui justifie ça? Eh bien, c'est le fait qu'avec cette condition, on rend compte à la perfection de la lumière qui est émise par l'atome d'hydrogène. Et ça, évidemment, tout le monde est complètement admiratif parce que la physique classique était totalement incapable, même pas d'expliquer, mais seulement de décrire la lumière émise par les atomes. Donc on est sûr qu'il y a quelque chose de bon dans l'atome de Bohr, mais on ne sait pas vraiment d'où sort cette condition. Et on ne va le savoir qu'en 1923, quand Louis de Broglie va énoncer la dualité onde-particule pour la matière. Alors je vous rappelle que pour la lumière, Einstein avait dit « Ok, la lumière c'est une onde, tout le monde sait bien que c'est une onde, mais parfois ça se comporte aussi comme des particules. » Eh bien, de Broglie fait le contraire. Il dit, OK, tout le monde sait que les électrons sont des particules, on voit leur trajectoire, etc. On a plein de bonnes raisons de savoir que ce sont des particules. Parfois, il va falloir admettre que ce sont des ondes. Et c'est là que tout va s'éclairer pour l'atome de Bohr. Parce que si l'électron, sur sa trajectoire, doit être considéré comme une onde, vous voyez qu'il faut qu'au bout d'un tour complet, l'onde retombe sur elle-même. Ce qui veut dire qu'il faut un nombre entier de longueurs d'onde sur la trajectoire. Un peu comme les gens qui jouent de la guitare, eh bien, je pense que la plupart d'entre vous savent que ce qui détermine la hauteur du son, c'est le fait qu'il faut un nombre entier de demi-longueur d'onde sur la longueur de la corde. Ici, c'est un nombre entier de longueur d'onde sur la trajectoire. Et cette simple application de la relation de De Broglie qui relie la longueur d'onde à la vitesse de la particule permet de donner un sens à la condition de Bohr. Donc en 1923, on a la relation de Louis de Broglie qui nous dit que
on a des ondes de matière, que quand j'ai une particule matérielle, je dois associer une onde de matière, et les physiciens savent bien que quand on a une onde, eh bien, il doit y avoir quelque part une équation appelée équation d'onde, dont les ondes sont solutions. C'est Schrödinger, en 1925, qui trouve l'équation d'onde associée aux ondes de matière de De Broglie. Alors, l'équation de Schrödinger, elle est là ou elle est là, les experts reconnaissent, mais le sujet n'est pas là. Ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est vous encourager à faire de la physique quantique, parce que regardez comme ils sont heureux. De Broglie a trouvé son équation, il est complètement épanoui. Schrödinger a trouvé l'équation d'onde, c'est le Graal. Alors, allez-y, faites de la physique quantique et vous aurez des moments de bonheur. Bon, allez, je continue. Alors, cette fameuse dualité en deux particules, les gens qui ont étudié la physique avaient des profs qui leur ont un peu lavé le cerveau. Bon, finalement, c'est pas si étonnant que ça, la dualité en deux particules. Alors, je vais vous décrire une expérience très simple que nous avons faite en 1985 avec mon premier thésard Philippe Grangier, où on a vraiment mis en évidence de façon directe la dualité en deux particules pour la lumière. Et une fois que je serai arrivé au bout, vous me direz que si c'est si simple que ça. L'idée est la suivante. On a affirmé qu'on était capable de construire une source qui émettait les photons un par un. Donc on a une source ici qui émet les photons un par un. Alors ça, personne ne l'avait fait. Même si ça vous étonne, personne ne l'avait fait. Les gens pouvaient émettre des photos, des faisceaux avec un flux faible de photons, mais isoler un photon et un seul, personne ne savait le faire. Nous, on a affirmé qu'on était capable de le faire. Et pour le démontrer, voilà l'expérience qu'on a faite. On a pris le photon, on l'a envoyé sur la lame semi-réfléchissante qui est là, et on a dit, si on a vraiment un photon, il ira soit vers le haut, soit vers le bas, mais il ne se coupera pas en deux. Alors que si j'avais une onde, eh bien l'onde se couperait en deux. L'onde, c'est quoi? C'est un rayon de soleil qui arrive sur une vitre. Quand un rayon de soleil arrive sur une vitre, il y a un morceau qui est transmis et un morceau qui est réfléchi. Eh bien, si ici on a une onde, l'onde va être partiellement réfléchie, partiellement transmise. En revanche, si on a vraiment un photon et un seul, eh bien, il ira soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, je vous raconte ça avec des mots. On a aussi tout un formalisme mathématique qui s'appelle l'optique quantique. Et à propos, s'il y en a qui veulent s'intéresser à ça, il y a un MOOC, vous savez ce que c'est, les MOOC, Massive Open Online Course, que vous pouvez trouver à partir du site de l'École Polytechnique, qui est gratuit, et sur lequel j'explique, mais alors pour des scientifiques, ces choses-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a des équations qui disent que oui, si on a réussi à fabriquer un photon et un seul, eh bien, il doit aller soit d'un côté, soit de l'autre. Et ça, on l'a mis en évidence expérimentalement. Comment? Eh bien, tout simplement en ayant ici un circuit, dit circuit de coïncidence, qui est capable de dire si on a une détection simultanée ici et là. Eh bien, notre expérience a montré qu'il n'y a jamais de détection simultanée ici et là. C'est soit ici, soit là, jamais des deux côtés à la fois. Et on a prouvé qu'on avait vraiment un photon et un seul. Alors après, je vous ai parlé de dualité en deux particules. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait une deuxième expérience avec la même source, la même lame semi-réfléchissante, mais maintenant, on a mis en place un dispositif qui, normalement, est fait pour mettre en évidence le caractère ondulatoire. C'est-à-dire, si vous avez une onde qui arrive ici, elle va se couper en deux, et puis les deux ondelettes qui sont passées des deux côtés vont se recombiner ici, et on va avoir ici la probabilité de détecter qui va dépendre sinusoïdalement, ça veut dire que ça va varier avec la différence du chemin du haut et du chemin du bas. Alors, comment on fait l'expérience? Parce qu'on parle d'une échelle qui est inférieure au micron, hein, inférieure au millième de millimètre. Mais en fait, il y a des dispositifs techniques qui marchent très bien. C'est ce qu'on appelle des cales piézoélectriques, dont vous prenez un miroir, vous le mettez sur une cale piézoélectrique, vous appliquez une tension, et en contrôlant votre tension, vous arrivez à déplacer votre miroir d'une fraction de micromètre. Donc, vous déplacez votre miroir et vous regardez si vous détectez plutôt de ce côté-ci, plutôt de ce côté-là. Et vous observez que ça varie sinusoïdalement avec la position du miroir. Et ça, la seule façon de l'interpréter, c'est de dire qu'il y a une onde qui s'est coupée en deux et qui s'est recombinée, parce que si ça dépend de la différence entre les deux chemins, il faut bien que ce soit passé par les deux chemins à la fois.
Sinon, ça ne pourrait pas dépendre à la différence entre les deux chemins. Et en plus, le fait que ce soit sinusoïdal montre que c'est une onde. Donc vous voyez que maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une source qui a émis quelque chose qu'on appelle un paquet d'ondes qui se coupe en deux et qui se recombine ici. Et donc la dualité onde-particule, vous la voyez, c'est la même source, c'est le même machin, alors je l'ai décidé à la fois comme une onde et comme une particule, c'est le même machin qui ici s'est comporté comme une particule et qui en bas s'est comporté comme une onde. Vous connaissez que c'est troublant quand même. Ben oui, d'ailleurs la physique quantique c'est troublant, comme je vous ai dit, c'est étrange. Alors, pour ne pas être totalement déstabilisé, on peut invoquer la complémentarité de Bohr, donc ce sont des arguments énoncés par Niels Bohr, qui dit « Ok, c'est étrange, mais quand même, je vous fais remarquer que vous êtes obligé de choisir entre l'appareillage du haut et l'appareillage du bas. En d'autres termes, ou bien vous faites l'expérience du haut qui pose la question « Es-tu une particule ?» ou bien vous utilisez l'appareillage du bas qui pose la question « Es-tu une onde ?» Et vous ne pouvez pas poser les deux questions à la fois. Donc, ça permet de se rassurer un peu, mais quand même, j'insiste sur le fait que la dualité onde-particule, c'est quelque chose qui n'est pas banal. Alors, je vous ai annoncé qu'une bonne théorie physique, c'est une théorie qui d'abord rend compte des phénomènes dont on ne savait pas rendre compte jusque-là, donc structure de la matière, ah oui, je vous ai promis. À la fin du XIXe siècle, les physiciens savent que la matière est formée de charges positives et négatives. Et ils savent que les charges positives et négatives s'attirent. Donc, la matière devrait s'effondrer sur elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'effondre pas? Eh bien, la physique classique est bien capable de le dire. En revanche, la mécanique quantique n'a aucune difficulté à expliquer que l'électron étant une onde, il ne va pas pouvoir cracher sur le noyau, vous voyez comme un satellite qui finit par cracher sur la Terre, il ne va pas pouvoir cracher sur le noyau parce qu'on ne peut pas comprimer une onde à l'infini. Si vous cherchez à comprimer à l'infini une onde, il faut une énergie absolument démente dont vous ne disposez pas. Ça devrait vous évoquer quelque chose. Énergie démente pour voir des petites distances, c'est ce qui se passe au CERN à Genève, dans les grands accélérateurs. On donne une énergie gigantesque aux particules pour pouvoir aller sonder des distances très très courtes. Mais là, votre électron, vous ne l'avez pas accéléré à des milliards d'électronvolts. Donc, il ne peut pas tomber sur le noyau, c'est tout, point final. Donc, vous avez besoin de la physique quantique pour comprendre que la matière ne s'effondre pas sur elle-même, dont la physique quantique va permettre de décrire la stabilité de la matière, la façon dont les électrons se propagent dans la matière dans le courant électrique, la façon dont la matière émet ou absorbe la lumière, et une bonne théorie physique, donc elle vous permet de décrire les phénomènes qu'on ne savait pas décrire jusque-là, et elle permet aussi d'inventer de nouvelles applications, de nouveaux composants. Alors pour la physique quantique, c'est quand même assez spectaculaire, parce que le laser a été inventé par les physiciens qui essayaient de comprendre comment les électrons se déplaçaient dans des matériaux qu'on appelle les semi-conducteurs. Le laser a été inventé par des physiciens qui essayaient d'utiliser jusqu'au bout les équations quantiques décrivant l'interaction entre la lumière et la matière. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre que l'invention du laser et du transistor, et qui dit transistor dit beaucoup de transistors et d'un circuit intégré. Un circuit intégré, ce n'est pas autre chose que beaucoup de transistors. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, sauf peut-être aux plus jeunes qui croient que ça existe depuis toujours, mais ceux qui sont un peu moins jeunes, nous avons tous vécu la révolution de la société de l'information et de la communication vers la fin du XXe siècle. Avant, les jeunes, sachez qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien de tout ça. Donc, ces applications technologiques de la physique quantique ont totalement bouleversé la société, peut-être autant que la machine à vapeur a bouleversé la société au XIXe siècle. Et j'insiste sur le fait que les gens qui ont inventé le transistor et le laser, ce n'est pas des gens qui bricolaient dans leur cuisine ou dans leur garage, c'était les meilleurs physiciens de l'époque qui essayaient de comprendre comment appliquer la physique quantique à la matière et à la lumière. Et dernier point, puisque vous êtes tous, en tout cas beaucoup d'entre vous, vous êtes censés être du grand public, dont il y a un message que je voudrais que vous reteniez, ça prend du temps. La physique quantique a été élaborée entre 1900 et 1925.
En 1925, on a les équations, on a l'équation de Schrödinger. Il faut encore attendre 22 ans jusqu'à 1947 pour avoir le premier transistor. Et il faut encore attendre 13 ans pour avoir le laser en 1960. Et il faut encore attendre un peu de temps pour avoir les circuits intégrés. Et ce n'est que vers les années 1980 qu'on va avoir les premiers ordinateurs portables et ces choses-là. Donc, ça prend du temps. Et on a beau déverser des milliards, il y a des phases de maturation qu'on ne peut pas sauter. Allez, on va passer à la seconde révolution quantique et on se demandera si elle aussi, elle est conceptuelle, elle est scientifique et elle est technologique. Vous voyez les trois adjectifs qui sont écrits en bas ici. Donc la seconde révolution quantique, elle est basée sur un concept qui s'appelle l'intrication et qui est vraiment très bizarre et je vais essayer de vous le décrire. L'idée est la suivante. Je décris l'expérience qu'on a vraiment faite. Vous avez deux photons, un photon qui va vers la gauche et un photon qui va vers la droite. Et sur ces photons, on va faire des mesures de polarisation. Alors, c'est quoi des mesures de polarisation? D'abord, pour ceux qui connaissent quand même un peu de physique, il faut savoir que quand vous quantifiez un objet, par exemple la lumière, vous quantifiez quelque chose de classique, ce que vous quantifiez garde quand même, hérite de certaines propriétés classiques. Par exemple, la lumière, classiquement, c'est une onde. Donc l'onde se propage et classiquement, une onde électromagnétique, c'est un champ électrique et un champ magnétique qui vibrent perpendiculairement à la direction de propagation. Donc si la lumière se propage comme ça, il y a une direction privilégiée qui s'appelle la direction de polarisation. Eh bien, si maintenant, au lieu d'avoir une onde, j'ai un photon et un seul, je peux aussi attribuer une polarisation à ce photon. Autrement dit, une direction privilégiée, dite direction de polarisation du photon. Donc, ici, j'ai un appareil de mesure qui s'appelle un polariseur qui me permet de connaître la polarisation de la lumière. Alors, comment elle me permet de le connaître? Imaginons d'abord que j'ai un faisceau lumineux. Si le faisceau lumineux est polarisé suivant ce qu'on appelle l'axe du polariseur, donc qui est caractérisé par une direction que j'appelle petit a, donc j'ai une direction pour le polariseur. Si la lumière est polarisée suivant l'axe du polariseur, elle va sortir vers le haut, dans le canal que j'appelle plus 1. Si elle est polarisée perpendiculairement à l'axe du polariseur, décidément ça m'agace ça. Oh là là. Ça manque de clé à molette pour resserrer les trucs. Là. Donc, si elle est polarisée perpendiculairement à la direction du polariseur, elle va sortir vers le bas. Et si elle est polarisée à une direction intermédiaire, eh bien, une fraction va sortir vers le haut et une fraction va sortir vers le bas. Mais si j'ai un photon et un seul, je recommence ma petite histoire. Si j'ai un photon et un seul, il ne va pas sortir à moitié vers le haut et à moitié vers le bas. Un photon et un seul, il va sortir quelquefois en haut, quelquefois en bas. Et alors, qu'est-ce que je peux faire si je veux faire des expériences avec ce photon? Eh bien, je dois répéter l'expérience un grand nombre de fois et regarder la probabilité de sortir vers le haut et la probabilité de sortir vers le bas. Et qu'est-ce que je fais de ces probabilités? Eh bien, je peux tout simplement les comparer aux résultats des calculs quantiques. Parce que, comme on vous l'a dit, une des caractéristiques de la physique quantique, c'est que généralement, elle fait des prédictions probabilistes. C'est-à-dire, elle dit, si vous prenez votre photon et vous lui faites ça, dans 30% des cas, vous allez le trouver ici, et dans 70% des cas, vous allez le trouver là. Et donc, vous voyez, la physique quantique fait des prévisions probabilistes, et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire une expérience probabiliste. Donc, ça tombe bien. Donc, on va mesurer la polarisation de ce photon sur ce premier polariseur, on va mesurer la polarisation de l'autre photon sur le deuxième polariseur, et donc, on va mesurer des probabilités. Voilà. Alors maintenant, c'est là qu'il faut s'accrocher un peu, c'est là que ceux qui ne savent pas lire à la musique quand ils vont au concert ont le droit de fermer les yeux. Mais je vous conseille quand même de les entrouvrir parce que vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. L'état intriqué en polarisation du photon nu1 et du photon nu2 peut s'écrire comme ça. Alors cette écriture absolument géniale a été inventée par un très grand physicien qui s'appelle Paul Dirac et qui est venu après Schrödinger et qui a remis sous une forme synthétique l'équation de Schrödinger qui, il faut bien le dire, est quand même un peu compliquée. Et la notation de Dirac, elle est géniale. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance d'avoir des notations simples. Elle est géniale parce que vous allez voir, je vais pouvoir vous décrire directement de quoi il s'agit.
qui est écrit entre crochets, là, qu'on appelle un bracket, parce que c'était en anglais, donc bracket, crochet. Ce qui est écrit dans ce bracket ici, XX, ça me désigne un photon qui part vers la gauche et qui est polarisé suivant X, et un photon qui part vers la droite et qui est polarisé suivant X. Alors vous voyez, X, hein, c'est tout simplement l'axe vertical. Donc j'ai un photon polarisé vertical, un photon polarisé vertical. Maintenant, YY, ça me décrit une paire de photons qui sont polarisés tous les deux perpendiculairement là à l'écran. Donc Y. Ça, c'est l'axe Y. Alors là, il n'y a aucun mystère. Une paire de photons polarisés comme ça, ben ouais. Une paire de photons polarisés comme ça, ben ouais. Mais ce que Einstein, Podolsky et Rosen remarquent dans le formalisme quantique, c'est que si ceci est un état autorisé, un état qu'on observe vraiment dans la nature, et si cela est un état autorisé, un état qu'on observe vraiment dans la nature, alors le formalisme quantique me dit que ceci plus cela, c'est autorisé. Alors là, ceux qui ont fait un peu de maths, un peu de physique, diront « Ah ouais, bon, ça veut dire qu'ils sont polarisés comme ça ou comme ça. » Non. Ce qui est extraordinaire dans cet état, et là ceux qui ont fait un peu plus de mathématiques n'auront pas de mal à le démontrer, c'est que cet état ne peut pas se factoriser. Alors là, ceux qui connaissent les maths, ils disent « Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qui ne peut pas se factoriser ?» Ça veut dire que ça ne peut pas se mettre sous la forme d'un terme qui décrirait le photon numéro 1 par un terme qui décrirait le photon numéro 2. Je ne peux pas vous dire le premier photon, il est polarisé comme ça, et le deuxième est polarisé comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'état des deux photons est à la fois comme ceci et comme cela. Et là, ça devient plus troublant. En fait, pour ne rien vous cacher, c'est aussi troublant que le chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort. Sauf que le chat a beaucoup de particules. Mais indépendamment du fait qu'il a beaucoup de particules, un chat vivant, on sait ce que c'est. Un chat mort, on sait ce que c'est. Mais un chat à la fois vivant et mort, reconnaissez que c'est bizarre. Eh bien, c'est la même chose pour la paire de photons qui est à la fois XX et YY. Donc, Einstein, Podolsky et Rosen disent « Ah ben, dites donc, cet état, il est vraiment extraordinaire. » Et alors, pour montrer qu'il est extraordinaire, il faut quand même faire quelques calculs de probabilité. Donc, on va d'abord faire les calculs de probabilité que le photon nu1 sorte dans plus 1 ou dans moins 1. Et là, le résultat du calcul est 50% de chance d'aller dans la voie plus 1, 50% de chance d'aller dans la voie moins 1, quelle que soit l'orientation du polariseur. Alors vous allez dire, c'est pas passionnant du tout. Non, ça ressemble à de la lumière non polarisée. Pour ceux qui connaissent un peu d'optique, ça ressemble à de la lumière non polarisée. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand vous calculez ce qu'on appelle les probabilités conjointes. Le formalisme quantique, lui, vous permet de calculer tout ce que vous voulez. Et en particulier, si vous avez une paire de photons décrite par l'état qui est là, vous pouvez calculer la probabilité d'avoir plus 1 d'un côté et plus 1 de l'autre quand les deux polariseurs sont parallèles. Et quand vous faites ce calcul, eh bien, vous trouvez que la probabilité d'avoir plus 1 vaut 1,5. La probabilité d'avoir moins 1 vaut 1,5. Et donc la probabilité d'avoir plus 1 moins 1 vaut 0, parce que vous avez déjà fini. Si vous avez 1,5 plus 1,5, ça fait 1, c'est terminé. Et la probabilité d'avoir moins 1 plus 1 vaut 0. Donc, on se trouve devant la situation suivante. Le photon arrive ici. Il a 50% de chance d'aller vers le haut, 50% de chance d'aller vers le bas. L'autre arrive ici. Il a 50% de chance d'aller vers le haut, 50% de chance d'aller vers le bas. Mais si celui-là va vers le haut, celui-là va vers le haut, ici celui-ci va vers le bas, l'autre va vers le bas. C'est ce qu'on appelle des phénomènes aléatoires corrélés. Alors moi, j'aime bien appeler ça un jeu de... Hop, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le mauvais sens. Tac, 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 tac. J'aime bien appeler ça un jeu de pile ou face truqué. Pourquoi? Parce que j'imagine la citation suivante. J'ai ici une machine qui envoie une pièce à quelqu'un qui est là-bas qu'on appelle Alice. Dans ce domaine, le premier observateur A s'appelle Alice et le deuxième B s'appelle Bob. Vous voyez, il y a parité. Donc, Alice reçoit, la machine qui est là envoie une pièce à Alice et une pièce à Bob. Alice lance la pièce, bon, elle en reçoit une autre, elle lance, et les gens qui sont là peuvent observer que ça a l'air parfaitement aléatoire. De l'autre côté, Bob, il lance sa pièce et les gens qui sont là-bas disent « Ouais, ça a l'air parfaitement aléatoire. C'est pas régulier du tout, mais il y en a à peu près autant de piles que de faces. Ça a l'air aléatoire. » Et ceux qui sont au milieu, s'ils ont bonne vue ou s'ils ont des jumelles,
S'ils regardent des deux côtés à la fois, ils ont la surprise de s'apercevoir que quand Alice a pile, alors Bob a pile, et quand Alice a face, alors Bob a face. Si vous voyez ça, vous dites, s'il y a un magicien, là, c'est truqué. Il y a un truc. Effectivement, il y a un truc, et on va essayer de déterminer quel est le truc, parce que chercher le truc, c'est chercher une image physique derrière ce phénomène. Donc, on va chercher le truc. Alors, un truc, c'est une image. Moi, ce que j'appelle un truc, c'est une image. Comme je vous l'ai dit au début, je cherche une image dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que XX plus YY, ça se passe dans un espace que les mathématiciens appellent un espace de Hilbert. Une fois que vous maîtrisez l'espace de Hilbert, c'est facile. Mais moi, je voudrais savoir ce qui se passe ici, dans mon laboratoire. J'ai une source, j'ai un polariseur, j'ai un autre polariseur. Je veux savoir ce qui se passe ici. Alors, j'essaye de fabriquer une image à partir du calcul. Est-ce que je peux trouver une image à partir de ce calcul qui m'a dit un demi, etc. Eh bien, la réponse est non. Et la raison pour laquelle la réponse est non, c'est que cet espace qui décrit les deux photons à la fois, eh bien, il est irréductible à l'espace dans lequel nous vivons. Si vous aviez un photon et un seul, vous pourriez décrire la propagation du photon avec ses propriétés dans l'espace dans lequel nous vivons. Mais dans l'espace à deux dimensions, vous ne pouvez pas dire le premier photon, il fait ça, et puis le deuxième, il fait ça. Vous êtes obligé de décrire les deux ensemble, et c'est ça qui empêche de faire une image simple pour comprendre ce qui se passe. Alors là, j'adore la phrase qui a été écrite là par un physicien, théoricien qui s'appelait H.R. Pérez, qui a disparu, malheureusement, qui a écrit un exergue de son livre « Les phénomènes quantiques ». À la fin, ils ne se produisent pas dans un espace de Hilbert, ils se produisent dans un laboratoire. Donc j'insiste, je veux une image dans le laboratoire. Et c'est là que je vais chercher le truc. Alors, est-ce que je peux trouver une image dans le laboratoire ? Eh bien, je vais essayer. Et là, je vais suivre tout simplement un raisonnement d'Einstein qui va nous ramener au jeu truqué à la fin. Le raisonnement d'Einstein, c'est le suivant. Einstein dit, écoutez, si vous avez une particule qui part vers la gauche et une particule qui part vers la droite, vous mesurez ici, ça a l'air parfaitement aléatoire. Vous mesurez là, ça a l'air parfaitement aléatoire. Mais en fait, il y a corrélation parfaite entre les deux bouts. Il y a une explication extrêmement simple. C'est qu'il y a une propriété commune qui a été amenée par les deux particules qui, dès le début, leur disait qu'il fallait trouver plus 1, plus 1. Puis peut-être que la paire suivante, ça lui dira qu'il faut trouver moins 1, moins 1. Donc, pour interpréter ça, il y a une façon très simple, c'est de rajouter un paramètre qu'on appelle lambda, traditionnellement, qui, dès le début, dit aux deux photons, voilà ce que tu feras quand tu arriveras sur le polariseur. Alors, je reviens à mon histoire de jeu de pile ou face truqué. Eh bien, oui, imaginez que vous avez une machine ici, que cette machine est capable de fabriquer des fausses pièces avec deux piles ou avec deux faces. Elle envoie une pièce avec deux piles à Alice et une pièce avec deux piles à Bob. Alice l'entre, pile. Bob lance, pile. Le coup suivant, elle envoie deux faces, etc. Eh bien, aucun d'entre vous n'est capable de voir où est le truc. Parce que Alice lance, hop, et après elle met dans la poche. Et Bob lance, hop, et après il met dans la poche. Les magiciens, vous savez, ils ont tendance à cacher leur matériel une fois que le tour de magie est fini. Et donc, l'idée d'Einstein, c'est qu'il suffit d'introduire une propriété lambda pour arriver à rendre compte de ces corrélations extraordinaires prévues pour cet état quantique qu'il a découvert. Donc c'est une image simple et convaincante, que par exemple c'est la même image qui permet d'expliquer que des jumeaux vrais ont des yeux de la même couleur, ou que s'ils n'ont pas de chance, ils vont développer la même maladie à l'âge de 20 ou de 30 ans, etc. Donc c'est une image parfaitement scientifique et parfaitement convaincante. Et pourtant, elle ne convainc pas du tout Niels Bohr. Alors pourquoi elle ne dépend pas de Niels Bohr ? Parce que Niels Bohr est persuadé que le formalisme qui a été développé, l'équation de Schrödinger et ces choses-là, et puis ensuite la façon dont Dirac l'a mis, il est persuadé que c'est la vérité ultime. Il est persuadé qu'il n'y a pas moyen d'aller plus loin dans la description du monde. Et en cela, il diffère complètement d'Einstein, parce que Einstein en fait, en disant « vous voyez bien qu'il faut rajouter une probabilité supplémentaire », il était très content, parce que Einstein avait l'intime conviction que la physique quantique telle qu'on la connaissait n'était qu'un état intermédiaire de la science. C'est-à-dire il pensait que la physique quantique telle qu'on l'avait, elle marchait très bien, mais qu'en fait il y avait un niveau en dessous et que la physique quantique qu'on avait, c'était juste une physique statistique
du niveau qu'on avait en dessous. Donc, il fait ce raisonnement, il dit, vous voyez bien qu'il faut introduire un niveau en dessous. Et Bohr dit, non, 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 on ne peut pas introduire un niveau en dessous parce que sinon, tout ça, ça ne marche plus. Donc, débat irréductible entre Bohr et Einstein. Alors, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la physique quantique, il ne faut pas faire de confusion avec le débat qui a eu lieu en 1927 au congrès Solvay, où Einstein émettait des objections et Niels Bohr arrivait à répondre à tout coup aux objections. Et Einstein n'insistait pas. Ici, on est en 1935. On a une nouvelle objection qui porte non plus sur une seule particule, mais sur deux particules. Et là, excusez-moi de le dire, mais la réponse de Bohr, elle ne convainc que ceux qui sont a priori convaincus que Bohr a raison. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. À la fin, le débat porte non pas sur la façon de faire les calculs, non pas sur des équations, le débat porte sur la notion de réalité physique. Pour Einstein, un objet a une réalité physique, c'est-à-dire un ensemble de propriétés qui sont dans le volume où se trouve l'objet. Alors quand on dit volume, on veut dire volume dans l'espace-temps. Il faut penser en termes de relativité. Mais bon, dans le volume où se trouve l'objet, il y a un ensemble de propriétés qui me permettent de prédire le résultat de n'importe quelle mesure que je vais faire sur l'objet. Alors que pour Niels Bohr, la réalité physique de l'objet, on n'a pas le droit d'en parler tant qu'on n'a pas précisé quelle mesure on va faire. Autrement dit, pour Niels Bohr, la réalité physique dépend de l'appareil de mesure que l'on va utiliser. Donc elle change suivant l'appareil de mesure. C'est ce qu'on appelle une réalité physique contextuelle. Donc le débat entre Bohr et Einstein est un débat philosophique, un débat épistémologique. Ce n'est plus un débat de savoir s'il y en a un qui s'est trompé ou pas dans le calcul. Personne ne se trompe dans le calcul dans ce débat. Mais simplement, on part d'a priori philosophiques différents. Alors, donc, résultat des courses, eh bien, ce débat se développe, dure entre Bohr et Einstein jusqu'à la fin de leur vie. Aucun n'arrive à convaincre l'autre, on le sait, jusqu'au dernier jour, ils ont argumenté l'un contre l'autre sur ce sujet. Et, de façon surprenante, ça n'a attiré absolument pas l'intérêt de la majorité des physiciens. Pourquoi ? Je crois que la raison majeure, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, d'abord, il y avait ceux qui ne se posaient même pas la question, ils allaient tous les jours au laboratoire, ils utilisaient la physique quantique et ça marchait, ça leur permettait de décrire leurs expériences. Donc pourquoi se poser des questions ? On leur dit, tu sais, il y a eu un débat entre Bohr et Einstein. Oui, bon, ben écoute, quand j'aurai le temps, quand je serai retraité, peut-être j'aurai le temps d'y réfléchir, d'accord ? Pour l'instant, je fais mes manips et je fais mes calculs quantiques. Et je pense que pour ceux qui quand même savaient qu'il y avait un débat, s'ils creusaient un peu le débat, ils s'apercevaient de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'était un débat philosophique, mais qu'il n'y avait aucun débat sur la façon d'utiliser la physique quantique. Einstein était d'accord avec la façon de faire les calculs. Donc, à partir de là, il ne se passe presque rien. Et puis, donc, Einstein meurt en 1955, Bohr meurt en 1962, et puis il ne s'est rien passé. Et puis il se passe quelque chose en 1964. Quel dommage qu'ils n'aient pas eu connaissance de ça. En 1964, un théoricien qui s'appelle John Stuart Bell, qui travaille au CERN à Genève, il est d'origine irlandaise, mais il est théoricien au CERN à Genève, il fait une découverte incroyable. Il part du point de vue d'Einstein sur la réalité physique. Et il dit, OK, j'admets que le résultat de la mesure sur le photon qui est là est déterminé par un paramètre lambda qui n'est pas dans le formalisme quantique, qui vient en plus dans le formalisme quantique et qui, étant le même pour les deux photons, va me permettre d'expliquer la corrélation. Eh bien, il découvre qu'effectivement, il peut expliquer la corrélation, mais il y a un petit problème, il ne peut pas l'expliquer pour toutes les orientations des polariseurs. C'est-à-dire, par exemple, la corrélation totale, celle-là, il peut la trouver. Mais si ensuite il met les polariseurs à 22 degrés l'un de l'autre, alors le modèle qui lui permet d'expliquer la corrélation totale ne marche plus. Et donc il découvre, et c'est un théorème mathématique, il arrive à démontrer, il découvre que, quelle que soit la théorie dans laquelle on introduit des paramètres supplémentaires, dans l'esprit des idées d'Einstein, c'est-à-dire ils sont localement sur l'objet qui est là, eh bien, quelle que soit la théorie qui a ses propriétés, on a des limites sur les corrélations qu'on peut observer, et ces limites sont dépassées par les prédictions quantiques.
Et donc là, on est en pleine science, puisqu'on a un modèle qui dit « ça ne peut pas être plus grand que 2 », et puis parfois, la physique quantique dit « parfois, ça peut être plus grand que 2 ». Conclusion, quand on est un physicien normal, allons au laboratoire, faisons l'expérience et regardons si on a plus de 2 ou si on n'a pas plus que 2. Et si c'est plus que 2, eh bien Einstein a tort. Si c'est moins que 2, Einstein a raison. Donc on y va. Donc on peut trancher le débat par une expérience. Et le premier qui est allé, c'est John Clauser, donc qui a partagé le prix Nobel de 2022. En 1972, avec son étudiant Friedman à Berkeley, il fait une première expérience qui est difficile. La technologie des années 70 est encore... Enfin, elle n'est pas celle qu'elle sera plus tard. Voilà, c'est comme ça. La technologie progresse tout le temps. Donc, il fait une expérience difficile et il trouve un résultat en accord avec la mécanique quantique, c'est-à-dire il viole l'inégalité de Bell pour l'expérience qu'il fait. Et donc, il a un résultat qui semble donner tort à Einstein. Mais cette expérience, comme un certain nombre d'autres expériences qui sont faites à la même époque, il y en a une deuxième qui est faite à Harvard, puis il y en a 2 autres qui sont faites en 1976. Vous avez 4 expériences, et sur les 4, il y en a 3 qui donnent la mécanique quantique et une qui donne raison à Einstein. Mais néanmoins, ces expériences sont assez notablement différentes de celles que je vous ai décrites, pour des raisons dans lesquelles je ne veux pas trop rentrer, mais on est loin encore de l'expérience idéale que John Bell aurait aimé qu'on fasse et que je vais vous décrire maintenant. Et c'est pour ça, moi je prends connaissance de l'article de John Bell en 1974, donc au même moment je sais qu'il y a 2 expériences contradictoires, une à Berkeley et une à Harvard, et j'ai envie absolument de travailler là-dedans, parce que je trouve qu'avoir la possibilité de faire une expérience qui tranche entre Einstein et Bohr, les 2 plus grands savants les 2 plus grands physiciens de la première moitié du XXe siècle, je trouve ça passionnant. Alors il y a ces résultats contradictoires, mais là je me doute que quelqu'un va arriver à refaire les mêmes expériences. Mais en lisant bien Bell, je vois que les expériences qu'ils sont en train de faire sont loin du schéma idéal que les théoriciens auraient bien aimé. Et donc j'ai l'idée de faire des expériences plus proches du schéma idéal. Je prends le train, je vais à Genève, je vais rencontrer John Bell, je lui explique mon projet et il m'encourage. Alors il m'encourage après m'avoir posé une première question étrange. Il me dit « Mais est-ce que vous êtes titulaire de votre poste ?» Alors je dis « Mais pourquoi vous me posez cette question ?» Oh, il me dit, vous savez, ce sujet-là, sur lequel moi je travaille, mais d'abord je travaille là-dessus que le dimanche, hein, pendant la semaine, je fais des calculs normaux de physique quantique. Ce sujet, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'a aucun intérêt. Donc je vous déconseillerais de vous lancer là-dedans si vous voulez espérer avoir un poste. Ah, je dis, mais moi j'ai déjà un poste, parce que figurez-vous que j'avais passé l'agrégation, j'avais un poste de maître assistant à l'École normale supérieure de Cachan, et donc du moment que je faisais bien mon enseignement, je pouvais faire la recherche que je voulais. Donc je lui ai dit, mais non, j'ai pas de problème, j'ai un poste permanent. Ah, il me dit, alors parlons de physique, et là il m'encourage, il me dit, oui, les nouveaux schémas que vous voulez faire sont intéressants, si vous y arrivez, alors c'est vraiment intéressant, mais ça a l'air difficile. Ah ben j'ai dit, ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Et donc, à partir de 1974, je me lance dans une nouvelle série d'expériences qui vont aboutir en 81 et 82. Alors ça, c'est un schéma du laboratoire. Et le travail essentiel qui a été fait pendant les premières années, ça a été de construire une source de paires de photons intriqués qui était considérablement plus efficace que celle de Clauser, que celle qui avait été utilisée en 72 puis en 76. Et la raison pour laquelle j'ai pu faire ça, c'est que des physiciens, en 1972-73, avaient découvert un nouveau phénomène qui permettait d'exciter les atomes d'une façon très précise et très sélective, phénomène à 2 photons pour les physiciens qui sont là, excitation à 2 photons. On pouvait les exciter d'une façon sélective et très précise à condition de disposer des bons lasers.
Et la technologie des lasers était en train de progresser. Et en utilisant les meilleurs lasers disponibles à l'époque, j'arrive à exciter mon atome. Et là, l'atome, si vous me posez des questions après, je pourrais vous montrer vaguement comment c'est. Mais là, l'idée que je mets l'atome dans un état excité, et là, il n'a pas le choix. Tout ce qu'il peut faire, c'est me donner les deux photons dont j'ai besoin. L'état XX plus YY. On ne lui demande pas son avis. Tout ce qu'il peut faire, c'est donner XX plus YY. Donc, au prix de 4 ans de travail, j'arrive à développer une source avec plusieurs lasers qui me permet d'exciter les atomes et d'obtenir des paires de photons parfaitement adaptés à l'expérience que je veux faire. Et là, je répète d'abord l'expérience de Clauser et Friedman, je trouve la même chose qu'eux, et je vais faire une première expérience totalement originale qui est ici. Alors vous allez me dire, elle ressemble beaucoup au schéma que vous avez montré au début. Ben oui, exactement. Mais il faut que vous sachiez que dans l'expérience de Clauser et des autres de 1974, eh bien, la voie -1 n'existait pas. Ils avaient des polariseurs qui laissaient passer la polarisation suivant l'axe et qui bloquaient l'autre. Et donc, ils n'avaient pas le résultat -1. Or, il y a besoin du résultat -1 pour tester les inégalités de Bell. Alors là, les gens, les théoriciens qui ne manquent jamais d'imagination, disaient ben, « c'est pas difficile ». Si vous observez +1, c'est +1, et si vous observez rien, c'est -1. Alors l'idée n'est pas idiote du tout, parce que si vous enlevez les polariseurs, eh bien ce que vous avez, c'est la somme des résultats +1 et -1. Donc si vous comparez avec polariseur et sans polariseur, vous pouvez décider que la différence, c'est -1. Donc en jouant là-dessus, en faisant quelques raisonnements intermédiaires, on arrivait à donner du sens à ces expériences. N'empêche que ça ne valait pas une expérience directe. Donc en 1982, on arrive pour la première fois à faire une expérience dans laquelle on a +1 et -1. Alors vous allez me dire pourquoi les autres étaient tellement idiots qu'ils n'avaient pas +1 et -1. Ils n'étaient pas idiots du tout. C'est encore une fois, les expériences dépendent beaucoup des progrès technologiques. Et il faut savoir qu'à l'époque, des séparateurs de polarisation, eh bien, il n'y en avait quasiment pas. Alors ceux qui utilisent ça, s'il y en a dans la salle, toujours dans leur laboratoire, disent « mais qu'est-ce qu'ils nous racontent Aspect, j'ai qu'à ouvrir un catalogue, il y en a plein ». Eh bien non, à l'époque, il y en avait 2-3 pour les longueurs d'onde de laser et certainement pas pour mes longueurs d'onde. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai rencontré un copain qui travaillait au laboratoire Philips à Eindhoven, qui m'a dit « mais tu sais, nous, on sait fabriquer des séparateurs de polarisation pour n'importe quelle longueur d'onde. Il faut faire des grands calculs, après il faut déposer beaucoup de couches diélectriques, mais à la fin on y arrive. Ah, je lui dis, tu pourrais faire pour moi? Ah ouais, il me dit, sûrement, ça va prendre longtemps de calcul à l'ordinateur, après ça va prendre longtemps pour faire, mais on va y arriver. Et je lui dis, ça va me coûter combien? Oh, il m'a dit, il n'y pense même pas. Beaucoup trop cher pour toi. Je dis, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on va te le faire gratuitement. Ah ben oui, c'est ça aussi. Hein. Et donc, je remercie beaucoup la société Philips qui, en 1981, m'a fabriqué des séparateurs de polarisation pour les longueurs d'onde dont j'avais besoin. J'ai pu faire, nous avons pu, puisque là j'avais des jeunes stagiaires qui m'avaient rejoint, nous avons pu faire un test des inégalités de Bell qui a donné un résultat absolument ébouriffant. En 2 mots. Il s'agit de comparer une certaine quantité à la limite de 2. Si on est en dessous de 2, Einstein a raison. Si on est au-dessus de 2, Einstein a tort. Mais imaginez que je trouve 2,1. Il faut que je dise, c'est peut-être très bien, mais il faut que je connaisse ce qu'on appelle la barre d'erreur. C'est-à-dire, si je trouve 2,10 plus ou moins 0,01, ah ben, je suis à 10 barres d'erreur de la limite. C'est parfaitement convaincant. Donc, ce qui compte dans un résultat comme ça, c'est à combien de barres d'erreur est-on de la frontière que l'on veut tester. Les expériences qui avaient eu lieu jusque-là étaient à peu près à 5 barres d'erreur, ce qui est tout à fait convaincant. Hein. Sachez que, par exemple, les gens à Genève, hein, ils accumulent des données. Ils ont quelque chose qui est à peu près plat. Et puis, s'il y a une bosse qui monte à 3 barres d'erreur au-dessus du fond, ils ne publient pas encore le résultat, mais ils laissent fuir l'information que peut-être bien ils ont trouvé une nouvelle particule. Et puis quand ils sont à 5 barres d'erreur, donc au-dessus du fond, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, là ils publient. Donc 5 barres d'erreur, c'était tout à fait convaincant. Mais juste pour fixer les idées, dans cette expérience, on était à 50 barres d'erreur de la frontière. Ça vous donne une idée du fait que les efforts faits pour développer la nouvelle source, pour développer ces séparateurs de polarisation, avaient payé.
Dernière expérience que nous avons faite à Orsay, celle qui m'a valu le prix Nobel. Dans l'article, je vous ai dit, John Bell disait vraiment une expérience intéressante, voilà ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Et il avait dit en particulier, pour vraiment respecter tout le raisonnement d'Einstein, il faudrait que l'on change l'orientation du polariseur pendant que le photon est en train de se propager entre la source et le polariseur. Alors ici, vous voyez, mon expérience faisait 13 mètres de long. Ça veut dire qu'entre la source et le polariseur, il y a un peu plus que 6 mètres. Pour parcourir 6 mètres, la lumière met 20 nanosecondes, 20 milliardièmes de seconde. Ça va vite, hein? Donc il fallait être capable de tourner le polariseur qui est là en nettement moins que 20 milliardièmes de seconde. Ça va vraiment vite. Surtout que le polariseur, vous le voyez ici, le fameux cube de chez Philips, il est au centre. Quand la lumière va dans le canal plus 1, elle vient ici, il y a un photomultiplicateur, et quand elle est réfléchie, canal moins 1, elle vient ici, c'est l'autre photomultiplicateur. Et il faut que vous sachiez que ces photomultiplicateurs, capables de détecter les photons un par un, il faut les entourer par des écrans, parce que vous avez des tas d'ondes parasites qui traînent. Vous avez même des rayons cosmiques qui arrivent et qui vont taper de temps en temps dessus. Donc on met des écrans en métal, en cuivre et en plomb. Donc ça fait une bonne quarantaine de kilos le truc. Alors vous n'allez pas tourner un truc de 40 kilos en quelques nanosecondes. Et donc l'idée que j'avais publiée dès le début de ces expériences, suite à ma visite chez Bell, parce qu'il m'avait encouragé à le faire, c'est que je m'étais dit, si j'arrive à fabriquer un aiguillage capable soit de laisser passer la lumière vers un premier polariseur orienté dans l'orientation A, soit de renvoyer la lumière vers un deuxième polariseur orienté dans A', si mon aiguillage qui est là va assez vite, eh bien c'est équivalent à un seul polariseur qui est soit en A, soit en A', retourne en A, etc. Eh bien cet aiguillage, j'ai réussi à le construire par une interaction entre une onde acoustique et la lumière, et j'ai réussi à construire ces aiguillages, moyennant quoi j'ai réussi à faire cette expérience. Et cette expérience, même dans le cas où on changeait l'orientation du polariseur équivalent après que le photon soit parti de la source, eh bien, cette expérience a donné encore une fois une expérience en accord avec la prévision quantique et en désaccord avec la limite de Einstein. La limite de Einstein, eh bien, elle reposait sur l'idée que les deux photons, quand ils sont ici émis par la source, ils ont déjà une propriété commune. Bon, donc voilà, on a ces expériences, on est en 82, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gens commencent à trouver que c'est vraiment assez étonnant, ces histoires de photons intriqués, et ils vont se mettre à développer une nouvelle source de paires de photons intriqués encore bien meilleure que la mienne. Je vous ai dit, la mienne était bien meilleure que celle de Clauser, mais ils vont se mettre à en développer une bien meilleure que la mienne. Et sa caractéristique principale, qui fait qu'elle est beaucoup meilleure, c'est que les photons sont émis dans des directions que l'on contrôle parfaitement. Moi, mon atome, je l'excite, et il n'a pas le choix. S'il émet les deux photons comme ça, c'est l'état XX plus YY, mais par contre, il a le choix de les émettre dans n'importe quelle direction de l'espace. Donc, je suis obligé de collecter les photons avec des lentilles. De temps en temps, il y a deux photons qui arrivent là où je les attends et je suis content, et puis le reste du temps, il n'y en a pas. Avec la nouvelle source, ils arrivent à émettre les photons dans des directions très précises, tellement précises qu'ils arrivent à les injecter dans des fibres optiques. Et là, moi, vous voyez, j'avais une pièce de 12 mètres, c'était déjà pas mal d'avoir une pièce de 12 mètres, mais à partir du moment où vous le mettez dans une fibre optique, vous pouvez les envoyer à des centaines de mètres, même à des kilomètres. Et donc Zeilinger, en 1998, fait une expérience qui ressemble à ma troisième expérience. Il envoie les photons dans des fibres optiques, mais comme la longueur est de 200 mètres, il a le temps, pendant la propagation du photon, de déclencher ce qu'on appelle un générateur de nombres aléatoires qui choisit aléatoirement si on prend l'orientation A ou l'orientation A'. Moi, je ne choisissais pas aléatoirement. J'allais à toute vitesse comme un fou et je n'avais pas le luxe de lancer un dé électronique pour choisir aléatoirement. Donc Zeilinger répète l'expérience qu'on avait faite en 82 avec générateur de nombres aléatoires et il confirme que la mécanique quantique a raison et que ce n'est pas Einstein qui a raison. Une expérience qui est faite en même temps en 1998 à Genève, que j'aime beaucoup parce qu'elle prépare à la suite, c'est Nicolas Gisin,
Lui, il va carrément injecter les photons dans les fibres optiques du réseau commercial téléphonique suisse. Donc il est ici à la gare de... Je vérifie parce que j'ai des messages qui arrivent. Pourtant, j'ai tout fermé, mais j'ai encore des messages qui arrivent. Bon, mais vous ne les voyez pas. Il y a des fois, on les voit. Parfois, c'est embarrassant. Donc Nicolas Gisin, il injecte les photons à une station de fibre optique qui est à la gare de Genève, Cornavin. Hein, ceux qui sont allés à Genève savent que Cornavin, c'est la gare. Et là, il y a une fibre qui part vers un village qui s'appelle Bellevue et une autre qui part vers un village qui s'appelle Bernex. Il met ses photomultiplicateurs à Bellevue et à Bernex et il observe encore la violation des inégalités de Bell, c'est-à-dire l'intrication se maintient à des kilomètres et des kilomètres. Bon, donc conclusion, la position épistémologique d'Einstein, le réalisme local, doit être abandonné et on va parler de ça maintenant. Alors, quelle conclusion peut-on tirer du fait qu'il faut renoncer à la position d'Einstein? Eh bien, curieusement, il suffit de lire Einstein pour le savoir. Alors, pourquoi? Parce qu'Einstein avait fait un raisonnement par l'absurde. Il avait dit, si je n'avais pas raison, voilà ce qui vous tomberait sur le coin de la figure. Vous voyez bien que c'est tellement incroyable que j'ai forcément raison. Et donc, il suffit de lire ce raisonnement-là pour voir quelle conclusion tirer du fait qu'on doit abandonner la position d'Einstein qu'on appelle le réalisme local. Alors là, je traduis directement deux phrases d'Einstein. Einstein dit « Si on ne pouvait pas compléter la mécanique quantique comme je l'ai suggéré, alors il faudrait soit abandonner l'indépendance des réalités physiques présentes dans des volumes distants, je vais commenter les mots, soit accepter que la mesure sur le premier système modifie instantanément la situation réelle du deuxième système. » Alors la première chose, elle dit quoi? Elle dit que j'ai deux systèmes séparés. Et n'oubliez pas que quand Einstein dit séparé, il veut dire séparé dans l'espace-temps, c'est-à-dire que je considère des événements tels que pour les connecter, il faudrait envoyer un signal qui va plus vite que la lumière. Donc, voilà ce que c'est séparé. Einstein dit, si je n'avais pas raison, il faudrait admettre que deux systèmes séparés ne sont pas indépendants. C'est-à-dire, en quelque sorte, qu'il y a un lien entre les deux. C'est ce qu'on appelle le holisme quantique. Pourquoi holisme? Holisme, ça veut dire que c'est un tout. Et ça veut dire que l'ensemble des deux objets forme un tout qui est davantage que la somme des parties. Bon. Deuxième point de vue qui n'est pas si différent, mais qu'Einstein énonce différemment, et j'aime bien, vous allez voir pourquoi. Einstein dit, autre façon de voir les choses, si je n'avais pas raison, il faudrait admettre que quand je fais quelque chose au premier système qui est là, ça affecte instantanément l'autre qui est là-bas. C'est ce qu'on appelle la non-localité quantique. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien présenter ces deux choses qui ne sont pas radicalement différentes sous ces deux formes différentes? C'est à cause des applications. Application du holisme quantique, le fait qu'on a davantage d'informations dans le tout, dans un ensemble d'objets intriqués, que dans les systèmes séparément, c'est à la base de la puissance que l'on attribue à l'ordinateur quantique. La puissance du calcul quantique est liée au fait que quand je commence à intriquer un certain nombre d'objets, eh bien, je peux mettre là-dedans une quantité d'informations inimaginable du point de vue classique. L'autre point de vue, la non-localité quantique, eh bien, la non-localité quantique, elle aboutit à un certain nombre d'idées de communication quantique, et je vais vous en montrer une qu'on appelle la cryptographie quantique. Donc, on va y aller. Donc, je vais développer l'idée que la non-localité quantique, ça me fournit, dans le monde dans lequel je vis, une image que je trouve utile. Alors attention, tous mes collègues ne sont pas d'accord avec moi. Il y en a qui n'aiment pas cette image. Il y en a aussi beaucoup qui prétendent, alors je dis bien prétendre, ils prétendent appartenir à l'école que mon ami Bill Phillips appelle « shut up and calculate ». Ne posez pas de questions et calculez. Alors il faut savoir, c'est très répandu chez les physiciens. C'était encore plus répandu quand j'ai commencé à travailler là-dessus. C'est-à-dire les gens disaient, écoutez, vous avez des calculs, vous avez le résultat du calcul, vous allez au laboratoire et vous trouvez que le calcul est vérifié par la manip. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Eh bien, moi, je veux quelque chose de plus, je veux une image dans l'espace dans lequel nous vivons. Mais il y en a qui n'ont pas besoin d'image. Très bien. Si on veut une image, eh bien, parmi les images possibles, moi, j'adopte la non-localité quantique et je vais vous montrer pourquoi c'est utile.
Alors je vais rapidement aller au bout de ce transparent pour dire la chose suivante. Un petit calcul quantique où on a fait en premier la mesure ici, la deuxième mesure qui est là, suggère une image. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure que les calculs quantiques ne suggèrent pas d'image, c'était pas tout à fait vrai. Si je découpe l'opération en deux, je fais d'abord la mesure d'un côté, puis la mesure de l'autre, alors ça me suggère une image. Mais l'image est vraiment très étrange. Je vous ai dit, la mécanique quantique, c'est étrange. L'image me dit, jusqu'au dernier moment, ça peut être aussi bien plus 1 que moins 1. Mais si c'est plus 1, alors instantanément, l'autre qui est là-bas sait que ça doit être plus 1. Et si c'est moins 1, alors instantanément, l'autre qui est là-bas sait que ça doit être moins 1. Et ne me racontez pas que c'était déterminé dès le début. Parce que si c'était déterminé dès le début, on n'aurait pas violé les inégalités de Bell. Les inégalités de Bell s'appliquent à tout modèle dans lequel c'est déterminé dès le début. Voilà. Dans la non-localité quantique, elle me dit, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas ce qu'on va avoir, mais on ne peut pas savoir. Ça pourrait être, c'est ça qui est important, on ne peut pas savoir. Ça pourrait être aussi bien plus 1 que moins 1. Mais au dernier moment, paf, la mesure a lieu. Si c'est plus 1 ici, c'est plus 1 là. Si c'est moins 1 ici, c'est moins 1 là. Voilà la non-localité quantique. Et je vais vous expliquer pourquoi la non-localité quantique, elle est intéressante dans le schéma de cryptographie quantique qui a été inventé par Arthur Eckert. Alors la cryptographie, vous savez tous ce que c'est ce qui protège en principe vos cartes de crédit quand vous payez quelque part. L'idée plus générale de cryptographie, c'est que vous avez deux amis, Alice et Bob, je vous avais annoncé, toujours Alice et Bob. Vous avez deux amis, Alice et Bob, ils veulent communiquer sans que l'espion qui s'appelle Eve, alors pourquoi Eve ? C'est pas la Bible et tout ça, c'est parce que eavesdropper, celui qui écoute les messages qui passent, s'appelle un eavesdropper. Et donc les gens qui ont écrit les premiers articles n'ont rien trouvé de plus malin que de l'appeler Eve, ce qui déclenche de temps en temps la fureur des féministes. Mais donc du coup, pour éviter, j'ai mis une moustache à Eve. Donc Eve, c'est le mauvais, c'est celui qui essaye d'espionner. Donc Alice et Bob, ils ont une méthode qui marche à tout coup, qui a été démontrée comme fiable contre toute attaque par Claude Shannon. Vous avez peut-être entendu parler. Claude Shannon, c'est l'inventeur de la théorie de l'information juste après la Seconde Guerre mondiale. Et il a démontré qu'il y a une méthode de cryptographie qui marche de façon certaine. Personne ne peut décoder les messages. C'est ce qu'il appelle le one-time pad, c'est-à-dire la clé qu'on utilise une seule fois. Alors, quelle est l'idée ? Alice a une série aléatoire de 1 et de 0. Et elle va ajouter ces 1 et ces 0 au message qu'elle a mis sous forme binaire, et maintenant elle a quelque chose qui est totalement incompréhensible. Bob dispose de la même série de 1 et de 0, et il les ajoute lui-même au message d'Alice, et ceux qui connaissent un tout petit peu l'addition booléenne remarquent qu'à la fin, on a récupéré le message du départ. Donc la méthode est remarquablement simple. Elle est fiable, je veux dire, Shannon est un mathématicien, il démontre que c'est fiable quoi que l'on fasse, à une condition, c'est que le message ne soit pas plus long que la clé de codage. Parce que si le message est plus long, vous êtes obligé d'utiliser plusieurs fois la clé de codage, et les gens qui essayent de décoder, qui sont des mathématiciens. Il faut savoir que les mathématiciens qui font de la cryptographie sont extrêmement forts. Tous les mathématiciens sont très forts, je le dis pour les maths, mais ceux-là se le sont particulièrement. Et donc, ils seront capables de repérer une périodicité, et à partir de là, ils vont arriver à décoder. Beaucoup d'entre vous ont lu des romans, mais pas que des romans, l'histoire du décodage de la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, sachez que c'est très difficile. Et donc là, le problème, c'est que Alice et Bob, ils ont une clé, ils envoient un message, et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ce qu'il faut, c'est arriver à distribuer à Alice et Bob deux clés aléatoires strictement identiques. Et là, peut-être que vous me voyez venir. C'est là que les photons intriqués vont être utiles. Parce que si vous avez ici une source de paires de photons intriqués, ça c'est une source moderne, de paires de photons intriqués, vous envoyez vos deux photons intriqués vers Alice et Bob. Si Alice et Bob ont choisi la même orientation pour leur polariseur, et ils ont pu se mettre d'accord à l'avance, ou ils peuvent se mettre d'accord, enfin bon, s'ils ont choisi les mêmes démonstrations pour les polariseurs, eh bien, si Alice a plus 1, Bob a plus 1,
Si Alice a -1, Bob a -1, ils n'ont qu'à décider que -1 c'est 0, et ils ont le schéma de Shannon. Alors où est la non-localité là-dedans? Elle est dans le fait que Ève qui est là, eh bien il n'y a rien à espionner. Si vous croyez ce que je vous ai dit, si vous croyez que vraiment, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si c'est +1 ou -1, ben, il n'y a rien à espionner pour Ève. Et donc, il suffit d'avoir l'idée de la non-localité quantique pour comprendre pourquoi le schéma d'Arthur Eckert est un schéma extrêmement astucieux, extrêmement efficace. Après, vous pouvez écrire des pages et des pages d'équations pour démontrer que ça marche. Mais moi, ce que j'adore dans ce raisonnement, c'est que simplement le fait d'invoquer la non-localité me permet de comprendre que sa méthode est une bonne méthode. Alors, il y a bien d'autres exemples que je pourrais citer, mais je pense que vous commencez à être fatigués. Donc, on va glisser vers la fin. Je veux juste vous dire que vous avez entendu parler du fait que les Chinois sont en train de nous rattraper sur tout, sur les voitures électriques, sur tout ça. Eh bien, figurez-vous que les Chinois, ils ont été capables... Dites-leur d'arrêter de nous appeler, là. Les Chinois, ils ont été capables de mettre dans un satellite une source de paires de photons intriqués, de les recevoir à 1200 km l'un de l'autre, de constater qu'ils sont intriqués, et donc d'utiliser ça pour faire de la cryptographie quantique. Ben, nous, on a un projet, l'Agence européenne de l'espace a un projet pour faire ça, j'espère qu'on va le faire, mais voilà où on en est aujourd'hui. Donc, il est temps de conclure. Je vous ai parlé de révolution quantique et je vous ai parlé de seconde révolution quantique. Vous avez bien compris que la seconde révolution quantique est basée sur le concept d'intrication et sur le fait que, aussi étonnant qu'il marche, y compris la non-localité quantique, il marche. Mais il y a une deuxième avancée considérable qui a été faite dans les dernières décennies, c'est le fait que les physiciens ont été capables d'observer, de piéger, de manipuler des objets quantiques individuels. Ceci est tout aussi important pour la seconde révolution quantique. Il faut savoir que jusqu'à 1970, les seules expériences qu'on savait faire pour mettre en évidence des propriétés quantiques, elles étaient statistiques sur des grands ensembles. Vous aviez par exemple une vapeur atomique, dont des atomes dans une ampoule, vous éclairez et vous regardez la lumière que vous recevez. Vous faites des calculs sur chaque atome et ensuite vous dites le signal global qui est la somme de ce qui est fait sur tous les atomes, voilà ce que ça donne. À la limite, le fait qu'il y ait des probabilités n'étonnait personne puisque de toute façon on faisait des expériences que sur des grands ensembles. Et jusqu'à 1970, vous aviez beaucoup de physiciens qui pensaient que de toute façon, jamais on ne pourrait observer un objet quantique individuel. Sauf qu'en 1970, un monsieur qui s'appelle Hans Dehmelt a été capable d'attraper un seul électron au fond d'un piège, comme ça, de l'observer pendant des semaines et de le manipuler. Donc, premier objet quantique. Ensuite, on a été capable d'attraper un seul atome et de l'observer. Vous avez ici, c'est au début des années 1980, vous avez avec le microscope à force atomique, on est capable de voir les atomes un par un, de les déplacer, de les manipuler. Ça, c'est la source de photons uniques que nous avons construite avec Philippe Grangier dans les années 1984-85. Enfin, c'est une évolution moderne, mais c'est la source de photons uniques, etc. Et donc, sachez que la seconde révolution quantique, c'est le fait qu'on est capable de manipuler les objets quantiques individuellement et le fait qu'on est capable de les intriquer. C'est l'ensemble des deux. Alors, la manipulation d'objets quantiques uniques, il y a des tas d'expériences qui visent à le faire. Ça, c'est les photons uniques de Serge Haroche. Vous savez, il a eu le prix Nobel en 2012. Et il était capable de piéger des photons uniques dans des cavités. C'était des photons micro-ondes qu'il piégeait dans des cavités. Il pouvait les manipuler un par un. Tiens, ça, au passage, pour ceux qui ont suivi et qui ne sont pas complètement exténués, c'est la source de paires de photons qui nous a permis de faire nos expériences. On excite l'atome dans l'état du haut en empilant 2 photons laser et ensuite l'atome n'a pas le choix, il ne peut que nous émettre les 2 photons intriqués. Et là encore, en quelque sorte, on excite les atomes et on les observe un par un. Pourquoi est-ce qu'on les observe un par un? Parce que les 2 photons qui sont émis par le même atome, ils sont séparés par quelques nanosecondes. Alors, on excite beaucoup d'atomes à la fois, mais en moyenne, on a une paire toutes les 1000 nanosecondes.
Donc si j'ai deux photons séparés par quelques nanosecondes, c'est sûr, ils viennent du même atome. Et donc, dans nos expériences, en fait, on observait les paires de photons individuels. Donc tout ça fait partie de la même philosophie. La seconde révolution quantique, c'est objets quantiques individuels et possibilité de les intriquer. Alors, ça, c'est le prix Nobel de cette année, de Michel Devoré et ses collègues. Les gens, à partir des années 80, Michel Devoré, comme moi, il a dû attendre 40 ans, son prix Nobel. Les articles pour lesquels il a eu le prix Nobel ont été écrits en 1985. Qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré qu'il y avait des circuits électriques qui pouvaient se comporter comme des objets quantiques individuels. Donc, c'est des circuits électriques que vous fabriquez. Alors, c'est un peu difficile, c'est des supraconducteurs, mais ils se comportent comme des objets quantiques individuels. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est développé, par exemple, par Google, IBM, etc., pour essayer de faire un ordinateur quantique. Il s'agit toujours d'objets quantiques individuels, mais au lieu d'être donnés par la nature, les atomes, les ions, les photons, ils sont quantiques par construction, si j'ose dire, parce que la nature nous les donne comme ça, alors que là, il faut beaucoup s'appliquer pour avoir des bons objets quantiques. Bref, est-ce que tout ça nous donne des technologies quantiques? Les technologies quantiques, beaucoup de gens y croient. On en envisage trois types. D'une part, les communications quantiques. Je vous ai parlé déjà de cryptographie. Il y a aussi la téléportation. Alors, la téléportation, c'est pas téléporter le monsieur du premier rang à l'arrière de la salle. La téléportation quantique, ça consiste à transporter l'information, par exemple, à la sortie d'un ordinateur quantique, qui est sous forme quantique. Ça permet de la transporter sous forme quantique à l'entrée d'un deuxième ordinateur qui est là. Et ça, c'est extraordinaire parce que une information quantique, vous ne pouvez pas la lire en totalité. Parce que quand vous la lisez, vous l'abîmez par l'opération de mesure. Par contre, la téléportation quantique permet de la transporter sans l'abîmer, mais vous ne la voyez pas. Mais n'empêche que si vous en avez besoin, vous êtes bien content. C'est ça la téléportation. Pour un physicien, c'est aussi étonnant que de transporter le monsieur du premier rang à l'arrière. Alors, les ordinateurs quantiques, vous en avez tous entendu parler. Où en est-on? Eh bien, on progresse tous les mois, on progresse tous les ans. On a deux voies dans les ordinateurs quantiques. Il y a l'ordinateur quantique imparfait, qui permet déjà de faire des calculs qu'on ne peut pas obtenir avec des ordinateurs classiques, mais qui a ses limites. Et puis, il y a l'ordinateur quantique parfait dont on rêve, et là, on n'est pas arrivé, mais encore une fois, il y a des progrès réguliers dans le domaine. Alors, ces ordinateurs quantiques, ils fonctionnent avec des objets quantiques qui sont des photons, qui sont des atomes neutres. Une société dont je suis cofondateur, qui s'appelle Pascal, travaille avec des atomes neutres. C'est une société qui a été fondée en fait par des anciens étudiants à moi qui sont venus me chercher parce que je les avais toujours encouragés à faire des applications. Donc ils m'ont proposé d'aller avec eux. Mais c'est eux qui ont tout le mérite de la société. Donc il y a des photons, il y a des atomes neutres, il y a des circuits, il y a des ions. Là en France, on n'a personne qui fait des ions à ce niveau-là. Il y a les circuits supraconducteurs, je vous l'ai dit. Il y avait eu des pionniers à Saclay, mais aujourd'hui l'essentiel de la recherche est quand même faite sur le continent nord-américain. Encore qu'on a une société à Paris qui s'appelle Alice et Bob qui travaille dans ce domaine. Oui, il s'appelle Alice et Bob. C'est un coup commercial qui marche bien. Tout le monde se souvient de leur nom. Bon. Troisième technologie quantique qui, elle, marche d'ores et déjà, la métrologie quantique, c'est-à-dire utiliser ses propriétés soit de l'intrication, soit qu'on a des objets quantiques uniques pour faire des mesures qu'on ne savait pas faire dans le monde classique. Et donc ça, c'est des choses qui marchent. Par exemple, ça, c'est un gravimètre, quelque chose qui mesure la pesanteur, qui le mesure de façon plus efficace que les systèmes classiques. Et ça marche parfaitement bien. C'est une start-up qui a été créée, là encore, par des anciens étudiants à moi, qui fabriquent maintenant elle a été rachetée par une plus grosse société, peu importe. Ces appareils, on peut les acheter. Il y a des gens qui les ont mis sur les flancs de volcans pour suivre l'évolution de la pesanteur, dans l'espoir d'être capable de s'apercevoir qu'il va y avoir une éruption volcanique. Vous voyez que c'est quand même intéressant comme application. Bon. Donc, je vous ai dit, une révolution, elle est conceptuelle, elle est scientifique, et à la fin, elle a un vrai impact sur la société. Alors, est-ce que cette seconde révolution quantique va avoir un impact sur la société? Je n'en sais strictement rien. On parle beaucoup d'avantages quantiques. Alors, l'avantage quantique, c'est quoi? Alors, vous lisez n'importe quoi, on vous dit, l'ordinateur quantique va être capable de faire des calculs
que l'ordinateur classique ne peut pas faire. C'est vrai, c'est une belle définition de l'avantage quantique. Mais il y a une deuxième définition que j'aime beaucoup. On a des bonnes raisons de penser qu'un ordinateur quantique pourrait faire des calculs accessibles à l'ordinateur classique en dépensant beaucoup moins d'électricité. Et si vous lisez un peu l'actualité, le fait qu'on est obligé d'avoir des centrales électriques phénoménales pour faire travailler les ordinateurs actuels, c'est peut-être tout à fait intéressant. On n'y est pas, mais on n'a pas de preuve que ça ne marche pas. Et mon expérience de physicien, c'est que quand il n'y a aucune loi de la physique qui interdit quelque chose, tôt ou tard, on y arrive. Les ingénieurs sont très forts. Donc personne ne peut répondre avec certitude, mais comme vous le savez, vous avez beaucoup de gens qui investissent là-dedans. L'Europe, c'est quoi ça? C'est la France, ça c'est la région Île-de-France, mais je suis sûr que la région Val-de-Loire a aussi son programme quantique, tout le monde a son programme quantique, tous les pays ont leur programme quantique. Vous avez aussi les grandes sociétés qui ont beaucoup d'argent, dont Microsoft, Google, IBM et Amazon, qui investissent beaucoup. Alors Atos, vous allez me dire, mais Atos, on a lu qu'ils étaient en faillite. Non. Atos, oui, certes, ils ont été coupés en deux. Il y a la partie qui perdait de l'argent qui a été mise d'un côté, et puis de l'autre côté, on a mis la partie qui, d'une part, ne perdait pas d'argent, qui, d'autre part, est stratégique parce que c'est eux qui fabriquent les ordinateurs les plus puissants qu'on est capable de fabriquer en Europe. Vous savez, on passe son temps à croire qu'on est nul en Europe, mais sachez que l'ancienne division Bull d'Atos, qui maintenant s'appelle Eviden, ou peut-être ils ont trouvé un nouveau nom, ils sont capables d'installer des ordinateurs aussi puissants que les plus puissants des ordinateurs américains. Il y en a un qui a été installé en Allemagne il n'y a pas très longtemps, le deuxième est installé en France à Bruyères-le-Châtel. Et donc, cette division d'Atos, donc Eviden ou peut-être un nouveau nom maintenant, eh bien, ils ont récupéré le département recherche quantique d'Atos, et donc, eux aussi, ils croient vraiment au quantique et ils travaillent sur le quantique. Alors ça, c'est les grandes sociétés. Et puis, vous avez tout un tas de petites sociétés, des start-up. Donc Pascal, je vous ai dit cela, je suis avec eux. Candela, eux, ils font des photons, je suis dans leur conseil scientifique. Vous avez une société qui fait des mémoires quantiques très importantes, qui s'appelle WeLink. Je les aime beaucoup, je suis dans leur conseil scientifique aussi. Il y en a plein qui sont là, etc., etc. Et tout ça nous ouvre des perspectives fascinantes. Et avant de vous laisser partir, ou applaudir si vous le voulez, je vais dire que ces expériences que je vous ai décrites, qui ont abouti en 1982 et qui finalement ont abouti à Stockholm, pour les faire, j'ai bénéficié de l'aide de tout le personnel technique de l'Institut d'optique, mais en particulier deux ingénieurs remarquables, Gérard Roger et André Willing, l'un spécialiste de micromécanique pour l'optique et l'autre spécialiste d'électronique et d'informatique. Et puis j'ai eu la chance, quand j'arrivais au dernier mois, en 1981, je me suis dit maintenant, j'ai besoin d'avoir des physiciens avec moi. Et je suis allé embaucher deux jeunes physiciens qui faisaient ce qu'on appelait des DEA, aujourd'hui on dirait des Master 2. Et puis j'ai eu la chance d'avoir deux jeunes étudiants extraordinaires. Et aujourd'hui, ces deux étudiants sont devenus des stars mondiales. Jean Dalibard, professeur au Collège de France, Philippe Grangier, star mondiale de l'optique quantique, dont j'ai eu beaucoup de chance d'avoir tous ces gens avec moi pour accompagner tout ce travail. Et puis, avant de conclure, je vais vous montrer quelque chose, parce que je sais que les gens, quand je le montre, sont très contents. Alors je vais répondre à la question, comment sait-on, comment apprend-on que l'on va avoir le prix Nobel? Alors, il y a des gens qui croient qu'on le sait longtemps à l'avance. Vous avez des journalistes qui font semblant d'être au courant et tout. Alors, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Nous sommes à l'Académie des sciences dans une réunion. Et d'ailleurs, comme par hasard, je suis à côté de Serge Haroche et de Jean Dalibard. Mais enfin, c'est comme ça. Il est 11h24, un mardi matin, le premier mardi d'octobre. Et puis, je reçois un message d'une secrétaire de l'Institut d'optique qui dit « Je viens d'avoir un appel de Stockholm, elle ne veut pas me dire de quoi il s'agit, mais que c'est extrêmement urgent. Elle veut votre portable. » Or, quand même, on sait que le mardi matin du premier mardi d'octobre, c'est le moment où ils annoncent le prix Nobel. Que croyez-vous que je lui réponds? Je réponds « Oui, bien sûr, donnez-lui mon portable. » Dans le téléphone sonne, Stockholm, je sors, le professeur Aspect, blablabla. Bon, et surtout, vous le dites à personne, parce que c'est nous qui devons l'annoncer sur le web. J'ai dit, bien sûr, je ne dirai à personne. Donc, je rentre dans la pièce. Les collègues, il y en a un qui avait vu que l'appel venait de Stockholm. Les collègues me disaient, alors
Je dis, je suis désolé, mais le comité Nobel m'a interdit de vous dire. Et regardez bien, donc tout le monde se met naturellement sur son portable, et à 11h39, la nouvelle est annoncée officiellement sur Internet. C'est-à-dire, j'ai su, cet appel a été 15 minutes avant que ce soit annoncé officiellement. Donc quand des gens me racontent qu'ils savent quel va être le prochain prix Nobel, j'ai des doutes. Voilà. Et évidemment, ça se traduit comment? Eh bien, 2 mois plus tard, avec mes 2 copains, Jean Dalibard et Philippe Grangier, on s'est retrouvés en pingouin à Stockholm. Voilà. Merci. Tu peux raccourcir la séquence des questions, parce qu'il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Là. Bon, allez, vas-y, on va... Donc, je vais faire le maître du temps, je l'avais annoncé tout à l'heure, 30 minutes, pas plus. Oui, même un peu moins, hein, parce que tu as vu, j'ai des... Oui, j'ai vu que tu as fait beaucoup de rab, hein, franchement. Juste comme ça, à la fin des questions, pour ceux qui sont présents, donc vous avez la chance d'avoir Alain aujourd'hui, et vous avez la chance d'avoir ces livres qui sont dans l'Atrium, si vous voulez faire le dédicacer. Allez-y, il y a 200 exemplaires. Hein, voilà. Ça va pas être facile d'en avoir après. Et c'est une chance inouïe de le faire dédicacer. Il fera une séance de dédicace juste après les questions sur la petite table qui est au fond de l'amphithéâtre. C'est très simple, il faudra passer devant et monter. On va quand même réduire un peu la séance des questions. Réduire un peu. J'ai fait trop de... Ok, donc y a-t-il des questions? Petite question sur... Ah, j'ai une petite question. Oui, merci. Une question sur l'intrication. S'il n'y a pas de propriété commune au départ pour les paires de particules intriquées et qu'il n'y a pas non plus de molécules supraluminiques qui peut faire la connexion entre les deux, du coup, c'est quoi le fait que, comment elles arrivent à se coordonner à distance alors? C'est pour ça que j'ai dit que c'était bizarre. La seule image que je peux vous donner, c'est la non-localité quantique, le fait qu'il y a un truc qui va plus vite que la lumière, mais ce truc permet quand même pas d'envoyer un signal utilisable. Je ne peux pas appuyer sur un bouton et allumer une lampe. Mais sinon, c'est shut up and calculate, faites le calcul, faites la manip et ça marche. J'ai rien de plus à dire. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer pendant une bonne heure, qu'effectivement, ce serait génial d'avoir une explication à la Einstein où on a une propriété commune au départ. Ça ne marche pas. Merci. C'est ça qui est étonnant. J'arrive. Et c'est ça qui fait que cette propriété est tellement extraordinaire qu'on peut imaginer de nouvelles technologies. Merci. Oui, bonjour. J'avais une question. Qu'est-ce qui fait que 2 particules sont intriquées? Par quel mécanisme est-ce qu'elles s'intriquent au début? Ça, c'est effectivement c'est l'ingéniosité de l'expérimentateur. Alors, dans notre cas, par exemple, ici, je voulais expliquer, il se trouve que si je suis capable de porter l'atome dans le niveau qui est là, eh bien, il va se désexciter en émettant un premier photon vert et un deuxième photon bleu-violet, qui est là. Et les 3 niveaux n'ont pas été choisis au hasard. Ce niveau est unique, on dit qu'il est non dégénéré. Le niveau du bas est unique, on dit qu'il est non dégénéré, dont le point de départ et le point d'arrivée y sont certains. En revanche, le niveau intermédiaire a plusieurs sous-niveaux. Et en physique quantique, donc ça veut dire que ça peut se désexciter en passant par plusieurs chemins. Et en physique quantique, quand on peut passer par plusieurs chemins, on passe par plusieurs chemins à la fois. C'est comme ça, la physique quantique. Il se trouve qu'ici, les 2 chemins, finalement, reviennent à avoir un chemin XX et un chemin YY. Et comme on parcourt les 2 à la fois, on a XX plus YY. Mais ce n'est pas la seule façon de faire. Dans les sources modernes dont je vous ai parlé, il y a un photon ultraviolet qui se coupe en 2 photons rouges, et ça, c'est de la technique très avancée d'optique non linéaire. Si vous avez pris le bon cristal non linéaire, que vous l'avez coupé suivant les bons axes, que vous attaquez avec la bonne polarisation pour le photon UV, eh bien, vous avez les 2 photons qui sortent, qui sont intriqués. C'est de la cuisine technologique, si j'ose dire. Je veux dire, c'est la science, il y a un moment où c'est quand même très technique. Hein. Donc, c'est de la technique. Tout ça repose sur l'hypothèse que le calcul quantique marche.
Si l'une de ces méthodes ne marchait pas, on pourrait dire « Ah, peut-être que la physique quantique ne marche pas ». Mais quand vous voulez monter une nouvelle source, vous dites « Si je crois à la physique quantique, cette source devrait marcher ». Donc vous la montez et elle marche. Enfin, en général, elle ne marche pas, il faut travailler un certain temps pour qu'elle finisse par marcher. Moi, j'ai une question de l'amphi qui est à côté, d'un étudiant en M1 en biologie qui dit voilà, j'aimerais connaître votre position sur la question du libre arbitre et du déterminisme. Oui. En effet, la physique semblait nous amener à croire au déterminisme total. Non. Or, les récentes découvertes en physique quantique pourraient relancer ce débat. Qu'en pensez-vous ? Alors d'abord, c'est une position philosophique, hein, le fait de croire ou de ne pas croire au libre arbitre. Mais moi, ma position, elle est très claire. Si je n'ai pas le droit de choisir librement l'orientation de mon polariseur, alors je ne vois pas quel sens ça a de faire des expériences de physique. Parce qu'il faut que vous sachiez que parmi les échappatoires des gens qui disent « oui, mais les violations des inégalités de Bell ne prouvent rien », il y en a qui disent « ah oui, mais le choix aléatoire de l'orientation des polariseurs, en réalité, il n'est pas aléatoire. Le générateur de nombres aléatoires a été déterminé par quelque chose qui était dans son passé. » Et je vous répète, ça c'est une position personnelle. Moi, je crois à un monde où on a le droit de choisir librement les paramètres de mesure. Alors après, peut-être que votre question est va moins loin que ce que je viens d'évoquer. Peut-être qu'elle dit, est-ce que la physique quantique est fondamentalement aléatoire? Alors là, la réponse est oui. C'est-à-dire que quand un photon arrive sur le séparateur, personne ne peut savoir s'il va sortir dans le canal +1 ou le canal -1. Parce que si quelqu'un pouvait le savoir, eh bien on ne violerait pas les inégalités de Bell. Et il y a même des générateurs de nombres aléatoires qui sont basés là-dessus. C'est-à-dire, vous prenez des photons intriqués, vous faites la mesure d'un côté et vous décidez que le +1 et le -1 sont parfaitement aléatoires. Et de temps en temps, vous testez les inégalités de Bell pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui a bricolé votre source de façon à ce qu'il sache d'avance ce qui va arriver. Donc, est-ce que la physique quantique est fondamentalement aléatoire? Pour autant qu'on le sache, oui. Après, vous avez parlé du libre arbitre. Moi, je crois au libre arbitre de l'expérimentateur qui choisit l'orientation de son polariseur. C'est expliqué dans le dernier chapitre de mon livre. J'arrive pour la question. Vous avez parlé tout à l'heure que le réalisme local dont Einstein parlait, ça a été contredit du coup par l'expérience à Genève avec les deux villes et aussi par l'expérience en Chine avec les satellites. Oui, ça a été aussi contredit par mon expérience. Hein. Oui, et aussi par votre expérience. Qu'est-ce qui prouve que cette intrication et ce réalisme local, il ne marche pas à une échelle plus grande? S'il n'y avait pas une sorte de rayon de convergence, d'intrication, qui faisait qu'à plus grande échelle, peut-être qu'à l'autre bout de l'univers, ce photon, il ne serait pas intriqué de la même manière? Bien, je ne sais pas. C'est une hypothèse intéressante. C'est d'ailleurs une hypothèse qui a été envisagée par les gens, parce que deux particules intriquées, on connaissait ça depuis longtemps, avec les deux électrons qui sont à l'intérieur de l'atome d'hélium. Mais ça intéressait personne. Enfin, ça n'étonnait personne, parce qu'après tout, les deux électrons, ils étaient proches l'un de l'autre. Le coup de génie d'Einstein, ça a été de s'apercevoir que le formalisme quantique autorise l'intrication à être là, quelle que soit la distance entre les objets. Donc, on a commencé. Moi, j'ai fait à 12 mètres. Zeilinger l'a fait à 200 mètres. Jan Wepan le fait à 1000 km. Mais oui, très bien, on peut se demander. Mais enfin, on n'a aucun indice du fait que ça pourrait varier avec la distance, conformément à ce que nous dit le formalisme quantique. Encore une fois, le coup de génie d'Einstein, ça n'a pas été tellement de détecter qu'il y avait un état intriqué, c'est de dire, mais cet état intriqué, il est valable même si les particules sont loin l'une de l'autre. C'est ça le coup de génie. Donc, tout est envisageable, mais voilà. Alors, il y a quand même une chose qui est envisageable, mais pour laquelle on n'a pas la moindre idée de la façon dont on pourrait le mettre en œuvre techniquement, c'est qu'il y a des gens qui pensent que quand on saura quantifier la gravitation, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, il y aura des fluctuations quantiques de la gravitation, et qu'à ce moment-là, ces fluctuations quantiques de la gravitation pourraient entraîner la décohérence des états intriqués. Donc ça donnerait une limite
à l'intrication. Alors ça, figurez-vous qu'il y a peut-être un moyen d'attaquer ce problème-là, c'est tout simplement d'essayer de construire un ordinateur quantique. Parce que quand vous essayez de construire un ordinateur quantique, vous essayez d'intriquer un nombre de plus en plus grand d'objets. Donc aujourd'hui, 1000, 2000, ce qui est déjà extraordinaire. Hein. Dans moi, c'était 2. Hein. Aujourd'hui, on sait en intriquer 1000, 2000. Mais 1000, 2000, on est loin du nombre d'Avogadro, on est loin de 10 puissance 23. Et après tout, qui nous dit qu'on ne va pas buter sur une frontière, à un moment donné, à partir de laquelle l'intrication ne marchera plus? Et là, je vais vous sortir ma blague favorite, qui est la suivante. Moi, je mange à tous les râteliers. Parce que d'une part, je suis un physicien, j'adore les lois fondamentales de la physique, et d'autre part, il se trouve qu'avec ces jeunes gens, je suis cofondateur de la société Pascal, qui essaye de construire un ordinateur quantique avec de plus en plus de qubits intriqués. Donc, ou bien Pascal réussit, et je suis content, ou bien on trouve les limites fondamentales, et je suis content aussi en tant que physicien. Donc, dans tous les cas, je suis content. Ma seule crainte, c'est que je ne connaisse pas la réponse dans les 10 ans qui viennent. Alain, dernière question. Vous croyez du coup au libre arbitre au moins à l'échelle des particules, donc vous supposez qu'il n'y a vraiment aucune cause qui prédétermine la particule à aller dans une direction particulière, et même au niveau philosophique du terme J'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'il n'y a aucune cause. Quand vous avez écrit la fonction d'onde d'une particule, cette fonction d'onde, c'est la cause qui dit que dans 50% des cas, vous aurez le premier résultat, et dans 50% des cas, vous aurez le deuxième. C'est quand même une cause. C'est pas totalement au hasard. C'est parce que l'état quantique est ce qu'il est qu'on a les probabilités que nous avons. Mais le point, c'est que tout ce que ça vous prédit, c'est des probabilités. Mais voilà. Donc, je n'ai pas dit les choses de façon assez radicale que vous l'avez dit. Mais vous pouvez reprendre votre question, mais j'ai tenu à vous dire que je n'avais pas dit ça. Allez, une petite dernière, parce que là, il y a la jeunesse, donc j'en profite. Alors, j'avais une question. Pourquoi, dans un atome, les électrons, les ondes des électrons devraient être comprimées pour qu'elles puissent tomber sur le noyau, tomber en quelque sorte? Eh bien, parce que tant que vous n'avez pas comprimé l'onde, l'électron il est délocalisé dans un grand volume. Tant que l'onde de l'électron occupe un grand volume, vous pouvez le trouver n'importe où dans le volume. Et donc, si vous voulez décrire un électron qui est tombé sur le noyau, il faut dire qu'il est dans un tout petit volume, qui est le volume du noyau. Et on montre, les équations de la physique quantique montrent que si on voulait mettre un électron sur le noyau, il faudrait lui communiquer une énergie faramineuse, ce que l'on sait faire au CERN à Genève, mais qui, sûrement pas dans les atomes qui sont là devant nous dans la matière et qui est sur le bureau, parce qu'elle n'est pas là, cette énergie. Donc c'est ça qui bloque l'électron, qui l'empêche de tomber, c'est le fait qu'on doit le décrire par une onde. Mais je comprends votre question, et je comprends que ma réponse est difficile à accepter, mais si vous voulez aller au-delà, eh ben, va falloir suivre un cours de physique quantique, et là, non mais c'est pas une blague, et vous verrez comment la description de l'électron par une fonction d'onde impose le fait qu'il ne peut pas être localisé au-delà d'une certaine limite. Merci, on peut encore te remercier.